Et que sont les Taurus? Ce sont des armes de haute précision que les militaires ukrainiens ne sont pas capables d'utiliser par eux-mêmes. C'est une évidence. Tout le monde le sait. Il est impossible d'utiliser les missiles Taurus sans reconnaissance spatiale. Cela, seuls les pays occidentaux peuvent le faire. Il est également impossible de les employer sans la participation d'officiers allemands. Seuls des officiers allemands peuvent les diriger. Qu'est-ce que cela signifie? Que des soldats de la Bundeswehr frapperont le territoire russe avec des armes allemandes. Et qu'est-ce que cela représente? Sinon une implication directe de la République fédérale d'Allemagne dans un conflit armé avec la Fédération de Russie. On ne peut appeler cela autrement. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Je l'ai trouvé par hasard et j'étais vraiment surpris. Je pense qu'il faudrait que je le partage avec vous. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. L'Allemagne va-t-elle franchir la ligne rouge? En réponse à la possible livraison de missiles Taurus à l'Ukraine, Poutine tire la sonnette d'alarme. Si Berlin va jusqu'à autoriser l'usage de ces armes de précision, cela signifierait, selon lui, une implication directe de l'armée allemande dans une guerre contre la Russie. Et il prévient, les conséquences seront graves. Une déclaration lourde de menaces. Mais aussi de rappels historiques cinglants. Selon vous, l'Allemagne est-elle en train de sacrifier son avenir en adoptant cette position belliciste, ou défend-elle simplement la sécurité européenne? Monsieur le Président, je voudrais revenir à ma première question, car c'est un sujet très activement débattu dans la société allemande. Olaf Scholz a mené un débat sur la livraison des missiles Taurus lorsqu'il était chancelier. Et maintenant, le président, enfin, le chancelier Merz, n'a pas encore publiquement dit ce qu'il adviendrait si l'Allemagne livrait les Taurus. Comment la Fédération de Russie réagirait-elle à cela? Eh bien, j'en ai déjà parlé. Simplement, je l'ai peut-être exprimé de façon insuffisamment claire. Je vous prie de m'excuser si je me suis exprimé de manière floue. En réalité, eh bien, nous connaissons l'historique de nos relations. Nous savons ce qui s'est passé dans les années 40. Nous savons ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous savons combien d'efforts ont été déployés des deux côtés, du côté de l'Union soviétique, de la Fédération de Russie et de l'Allemagne, pour panser les blessures du passé. Et dans une large mesure, nous y sommes parvenus. Cela concerne à la fois l'Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande, et l'Allemagne de l'Ouest, la République fédérale d'Allemagne. Il suffit de se rappeler ce qu'a fait Willy Brandt et ses camarades de parti. Kohl aussi a fait beaucoup. L'Union soviétique s'est opposée à la division de l'Allemagne. La division de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale n'était pas une initiative de l'Union soviétique. Nous y étions opposés. Et en tout cas, personne ne doute que c'est en 1990 que la Russie, l'Union soviétique, a joué un rôle décisif dans la réunification de l'Allemagne et dans la chute du mur. J'espère que cela n'a pas été oublié en Allemagne. Je tiens à souligner que notre président de la Douma, le Parlement russe, a écrit dans une lettre à sa collègue de la République fédérale que, dans toute l'histoire récente, la Russie n'a pas fait un seul pas, je tiens à souligner, pas un seul, qui aille à l'encontre des intérêts du peuple allemand ou de la République fédérale d'Allemagne. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Je ne veux pas porter de jugement sur la position de la République fédérale, position qu'elle adopte à la suite d'évaluations faites dans de nombreux pays occidentaux en rapport avec les événements en Ukraine. Bon, c'est une question d'interprétation politique. Mais lorsque nous voyons des chars allemands en Ukraine, ou même pas en Ukraine, mais à Koursk, région en Russie, cela signifie que des équipements allemands sont présents sur le sol russe, même sur une partie que l'Allemagne ne conteste pas, qu'elle reconnaît comme russe. C'est bien sûr une toute autre histoire. Et que sont les Taurus? Ce sont des armes de haute précision que les militaires ukrainiens ne sont pas capables d'utiliser par eux-mêmes. C'est une évidence. Tout le monde le sait. Il est impossible d'utiliser les missiles Taurus sans reconnaissance spatiale. Cela, seuls les pays occidentaux peuvent le faire. Il est également impossible de les employer sans la participation d'officiers allemands. Seuls des officiers allemands peuvent les diriger. Qu'est-ce que cela signifie? Que des soldats de la Bundeswehr frapperont le territoire russe avec des armes allemandes. Et qu'est-ce que cela représente? Sinon une implication directe de la République fédérale d'Allemagne dans un conflit armé avec la Fédération de Russie. On ne peut appeler cela autrement. Eh bien,
Ce n'est pas notre choix. Nous ne souhaitons pas ce scénario. Mais si la direction de la République fédérale fait ce choix, eh bien soit, très bien, nous en tiendrons compte. Je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant, mais cela portera un grave préjudice à nos relations. Et je le dis ici de manière très modérée. Dirigé par ce que l'on peut appeler la bande des quatre. Cette bande des quatre se trouve à Bruxelles sous la férule de Madame von der Leyen et elle est relayée par les trois principales sociétés, les trois principaux États de l'Europe, hors Union européenne, que sont la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Et ces trois pays sont les forces majeures qui sont aujourd'hui les plus bellicistes et les plus enclines à continuer cette guerre par tous les moyens. Alors bien évidemment, avec M. Zelensky, ces personnes donc hurlent à l'unisson pour demander un cessez-le-feu, mais ce cessez-le-feu n'est pas demandé pour des raisons humanitaires, il est demandé pour permettre à l'armée ukrainienne de souffler et de reprendre des forces afin que la guerre continue. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre, c'est que la position des Européens, désormais découplée des États-Unis, est de continuer cette guerre par tous les moyens, en soutenant le régime de Kiev financièrement, militairement, et ils n'attendent qu'une chose, c'est un éventuel cessez-le-feu pour pouvoir y projeter des forces militaires afin d'aider le régime de Kiev à survivre. Alors justement, Zelensky milite également pour une réunion trilatérale avec Trump et Poutine, alors qu'il n'y a même pas encore eu d'accord sur les mémorandums de cessez-le-feu. Pourquoi cette insistance du dirigeant ukrainien ? Bien, M. Zelensky sait très bien que depuis le 20 mai 2024, il n'a plus aucune légitimité démocratique et que tout document qu'il pourrait signer aujourd'hui n'aurait qu'une valeur très relative, et c'est une des raisons pour lesquelles les négociations patinent et qu'elles freinent, c'est que M. Zelensky n'est plus l'homme de la situation. Et ça, l'Occident le sait très bien, et c'est la raison pour laquelle en coulisses aujourd'hui, que ce soit à Londres, à Paris, à Berlin ou à Bruxelles, des tractations se font pour tenter de faire émerger d'autres personnalités politiques ukrainiennes susceptibles de représenter valablement le régime de Kiev. Car aujourd'hui, M. Zelensky est complètement démonétisé et sa stratégie est tout à fait alignée sur celle de cette bande des quatre qui consiste à poursuivre la guerre par tous les moyens, y compris en demandant des cessez-le-feu qui ne sont encore une fois destinés qu'à maintenir artificiellement en vie l'armée ukrainienne qui aujourd'hui semble s'effondrer sur la plupart des fronts. Alors, Kate Kellogg a déclaré que les préoccupations russes à l'égard de l'OTAN étaient recevables. Emmanuel Roy, pensez-vous qu'il soit possible de parvenir à un accord sur la non-expansion de l'OTAN, non seulement dans le contexte de l'Ukraine, mais aussi par un exemple en Géorgie et dans d'autres pays limitrophes de la Russie ? Absolument. Dans cette déclaration de M. Kellogg, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de l'Ukraine, il a admis que la candidature de pays comme la Géorgie ou la Moldavie était désormais impensable. C'est donc un recul très net de la part du camp occidental et il est évident que dans ce contexte-là, comme M. Kellogg l'a rappelé, aucune unanimité des 32 membres de l'OTAN ne pourra surgir pour valider une adhésion future de l'Ukraine à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer que la position américaine est sage, elle est raisonnable et elle confirme en partie donc les demandes qu'avait faites la Russie au début de l'opération militaire spéciale, à savoir que l'OTAN doit cesser d'avancer et de menacer la Russie et doit reculer sur le maximum de ses frontières actuelles. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.